Bonsoir et bienvenue au journal. L'ordre de confrontation du premier tour des playoffs du groupe 2 du mondial de la Coupe Davis 2025 est connu. Le tirage au sort de ce tournoi qualificatif de la prochaine édition de cette compétition entre le Bénin et la Lettonie a eu lieu ce matin à Cotonou. Le tournoi démarre dès demain sur le court de tennis du Sofitel Hotel de Cotonou. Film des événements de la criette hier ayant accouché de la condamnation d'Olivier Bokor, Osvaldo Meki et Roch Nyeri à 20 ans de prison. On revient dans ce journal sur le déroulé de ce procès dont les faits relatifs à un coup d'État remontent à fin septembre dernier. Le boulevard de la Marina n'a pas coûté les yeux de la tête aux contribuables béninois, comme le divulguent certaines langues. 37 milliards de francs CFA ont été alloués à la réalisation de près de 14 km de routes linéaires, précise Jacques Ayadji. Le ministre conseiller aux infrastructures a livré les clarifications du gouvernement à la suite des polémiques nées des déclarations récentes de l'opposition. Le Bénin accueille le premier tour des playoffs du groupe 2 mondial de la Coupe Davis 2025. Il s'agit du tournoi qualificatif de la prochaine édition de la Coupe Davis qui va opposer cette année même l'écurie béninoise à celle de la Lettonie. Les confrontations entre les deux sélections vont se dérouler demain et dimanche sur le court de tennis du Sofitel Hotel à Cotonou. En prélude à la compétition, le tirage au sort des différentes rencontres a été effectué ce matin. En voici le point. Voici le programme des différentes confrontations entre le Bénin et la Lettonie dans le cadre des playoffs de la Coupe Davis 2025 dans le groupe 2 mondial à l'issue du tirage au sort. Un tirage conduit par le juge arbitre kényan de l'ITF à l'issue duquel les différentes sélections sont fixées pour les matchs aussi bien en simple qu'en double. Robert Strombach is the first name. Premier nom tiré, le tennisman letton Robert Strombach sera opposé au Béninois Alexis Clegou pour la toute première rencontre de ses qualifications en simple. Patrice Agbopanzo, Daniel Tens pour la deuxième affiche dans la même catégorie, puis s'en suivra l'unique match en double et les deux rencontres des simples inverses. Donc l'environnement est en chaud, mais nous avons pris quelques jours pour nous adapter. Nous sommes prêts pour ces matchs, donc ça se passe bien. Il y a eu un regroupement ici où nous avons essayé de nous regarder, d'améliorer quelques points, d'ajuster des choses. Et voilà, nous pouvons dire que nous sommes prêts et s'adapter au fur et à mesure que les rencontres évoluent. Vous pouvez le voir, ils sont prêts pour offrir le meilleur d'eux-mêmes pour la victoire et la réussite finale. Au total, 5 différents matchs vont se dérouler, dont 4 en simple et 1 en double, durant 2 jours de compétition à Cotonou. Des rencontres à l'issue desquelles les meilleurs prendront part au tour suivant. Quant aux officiels, je voudrais vous demander d'appliquer le règlement. La réussite de cette compétition dépendra essentiellement de la justesse de vos décisions. Il faut se mettre vraiment à la hauteur. Quant aux athlètes, qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Donnez le meilleur de vous-même, mouillez le maillot, faites plaisir au public et surtout dans le fair play et que le meilleur vraiment gagne. Et je souhaite que cela soit le Bénin. Après Hong Kong en mars 2022, le Bénin défie cette année la Lettonie dans le cadre des playoffs de cette prestigieuse compétition de tennis. Les représentants béninois promettent défendre valablement les couleurs nationales ces 1er et 2 février 2025. Olivier Bokor, Osvaldo Meki et Roch Nyeri sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 4,5 milliards pour corruption. Le numéro 2 du camp politique au pouvoir et l'ancien ministre des Sports, en plus de leurs proches hors du territoire national, doivent payer solidairement 60 milliards de dommages et intérêts à l'État. C'est le verdict de l'affaire de complot contre l'autorité de l'État tombée hier à la Criette. Les 3 autres co-accusés dans le dossier sont acquittés. Retour sur les faits marquants de cette saga politico-judiciaire dans ce récit de Hugues Vinibé. La plus grande série judiciaire ayant rythmé l'année 2024 connaît son épilogue en ce début d'année 2025. Olivier Bokor et Osvaldo Meki sont depuis ce jeudi
fixés sur leur sort. Alors que les 3 co-accusés dans l'affaire requalifiée de complot contre l'autorité de l'État, en l'occurrence Kaniou Sanoussi, Corneille Baguidi et Hugues Adjibekou, sont purement et simplement relaxés, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a eu la main lourde contre les ex-collaborateurs et alter ego de Patrice Talon, Oswald Omeki et Olivier Boko, ainsi que Roch Nyeri, le 3e protagoniste, sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle et une amende de 4,5 milliards pour corruption. Le numéro 2 du camp politique au pouvoir et son proche ami, ainsi que l'ancien ministre des Sports, doivent au surplus payer solidairement 60 milliards de dommages et intérêts à l'État. La confiscation de la somme d'1,5 milliard de francs CFA et du véhicule 4x4 au profit de l'État béninois a aussi été ordonnée par la justice. Cette sentence est une aggravation partielle de la réquisition du procureur spécial Mario Metonou, qui a demandé une condamnation de Olivier Boko et Oswald Omeki à 10 ans d'emprisonnement et 20 ans pour Roch Nyeri. Les faits remontent au 23 septembre 2024, date à laquelle les enquêteurs ont trouvé au domicile d'Oswald Omeki à Cotonou, lors de son arrestation, la somme de 1,5 milliard de francs CFA en espèces disposée dans un véhicule 4x4. Dans la foulée, Olivier Boko a également été appréhendé alors qu'il se rendait au repère du chef de l'État. Ce verdict de la Criette marque la fin d'un procès démarré le 21 janvier 2025. Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie donne les chiffres officiels de réaménagement et de reconstruction du boulevard, des travaux du boulevard de la Marina. C'est tout sauf les 35 milliards de francs CFA contre un peu plus de 5 km de route déclarés par le porte-parole du parti Les Démocrates, Guy Mitokpe, dans l'une de ses récentes sorties. Jacques Ayadji s'est expliqué dans un point de presse. On va l'écouter. J'ai suivi avec beaucoup d'étonnement le porte-parole du parti Les Démocrates lancer dans l'opinion des informations tendancieuses empreintes de malhonnêteté. Parce qu'il a affirmé que le gouvernement de Patrice Talon a réalisé 5,7 km de route à 35 milliards. C'est fait preuve de méconnaissance des règles élémentaires qui déterminent les marchés publics. Au lieu de parler de 5,7 km, en réalité de 5,8, j'explique à ce parti politique-là que le linéaire global de cette route, même si apparemment elle est de 5,7 km, en réalité de 5,8, elle est de 19,395 km. Maintenant, il parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 milliards de francs CFA. C'est plutôt 37. Je lui ajoute 2 milliards de plus. C'est plutôt 37 milliards 739 millions 434 140 francs CFA TTC. Et si ce parti politique était un parti de gouvernement, il aurait compris que dans ces 37 milliards-là, il y a 18% de TVA qui reste dans les caisses de l'État. Il y a 1% d'enregistrement qui reste dans les caisses de l'État et 0,5% de taxes sur les marchés publics qui restent également dans les caisses de l'État. Lorsque nous enlevons tout ça des 37 milliards, nous trouvons une valeur de 30 milliards 380 millions 244 483 francs CFA hors taxe. Et c'est ça qui est le montant le plus significatif. Parce que tout ce qui est au-dessus de ce montant reste dans les caisses de l'État. De nouvelles compétences pour renforcer les formations sanitaires au Bénin, l'Institut national médico-sanitaire a mis sur le marché une 60aine de titulaires de master en anesthésie-réanimation, soins palliatifs et néphrologie-dialyse. Les lauréats ont reçu leur diplôme hier à la faveur d'une cérémonie organisée à la Faculté des sciences de la santé à Cotonou. On suit ensemble le reportage.
Ils sont, à compter de ce jeudi 30 janvier 2025, aptes et mieux aguerris pour contribuer à relever les défis actuels et futurs de l'écosystème sanitaire béninois. Ces 57 lauréats du cycle de master de l'Institut national médico-sanitaire sont formés dans les spécialités anesthésie, réanimation, soins palliatifs et néphrologie, dialyse. 2 ans de formation en pratique infirmière de haut niveau. 2 années intenses durant lesquelles nous avons franchi des obstacles, repoussé nos limites et forgé nos compétences. Nous avons traversé des nuits blanches, surmonté de doutes, mais jamais nous n'avons perdu de vue notre objectif. Nous nous sommes enrichis non seulement de connaissances, mais aussi de cette capacité précieuse à être sensible à la douleur d'autrui. Cette cérémonie de remise de diplôme est la consécration de 2 années d'efforts des uns et des autres. Les ministères de l'enseignement supérieur et de la santé ainsi que les partenaires comme l'Agence française de développement et l'Agence belge de développement ont contribué chacun à l'atteinte de cet objectif. Je profite de l'occasion pour solliciter à nouveau vos appuis, particulièrement pour certains projets phares de l'Institut, tels que la concrétisation de la bi-appartenance des enseignants de l'INMES, l'effectivité du comité technique spécial du CAMES des sciences paramédicales dans le but de promouvoir l'inscription des enseignants de l'INMES sur la liste d'aptitudes aux différents grades de l'enseignement supérieur. Il ne faut pas que la personne soit passée de vie à trépas et que l'on dise encore aux patients du malade, vous comprenez de quoi je parle? Nous punirons avec la dernière rigueur. Il s'agit ici de vie et c'est non négociable. La page de la formation se referme et celle de la carrière professionnelle s'ouvre pour chacun de ces lauréats, dans le lot des infirmiers et des sages-femmes. Et pour réussir leur vie professionnelle, la directrice de l'INMES leur recommande les valeurs comme la rigueur, la ponctualité, l'humilité et l'intégrité. On en est maintenant à cette cérémonie de remise officielle au ministre de la Santé par l'UNICEF de matériel roulant et d'intrants acquis grâce au fonds d'appui de l'ambassade du Japon au Bénin. Cela est dans le cadre du renforcement du dispositif de préparation et de réponse aux urgences sanitaires au Bénin et en particulier dans les zones sanitaires de Tanguieta, Materi, Kobli et Banikoara. La cérémonie de remise s'est déroulée à Cotonou hier. Voici le compte-rendu qu'en font Ouliat Sanoussi et Moufid Saboura. Un lot de matériel roulant et d'intrants remis officiellement au ministère de la Santé. Ce don, acquis par l'UNICEF sur fonds japonais, est composé de 2 véhicules cliniques mobiles pour rapprocher les services de santé des populations, 2 cuves en acier de 3000 litres pour la conservation du gasoil et des intrants de nutrition pour la prise en charge des enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Les 2 cliniques mobiles reçues destinées à la gestion des urgences sanitaires sont venues à point nommé. Surtout que notre pays fait actuellement face à des défis persistants dans sa partie septentrionale. Cet appui, d'une valeur globale de 305 624 $ US, soit plus de 196 410 486 francs CFA, contribuera inévitablement à améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations vivant dans les zones reculées ou difficiles d'accès et facilitera la gestion efficace des urgences sanitaires, y compris les épidémies qui menacent la sécurité et le bien-être de nos communautés. Cet appui s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé et à la résilience au Bénin, en particulier dans les zones sanitaires de Tanguieta, Materi, Kobli et de Banikoara. Je tiens à vous féliciter, monsieur le ministre, à féliciter le gouvernement du Bénin et à exprimer notre profonde gratitude aussi à son Excellence, l'ambassadeur du Japon et à ses équipes pour les efforts inlassables en faveur d'une réponse sanitaire efficace dans tous les pays. Soucieux de l'instabilité dans la région du Nord au Bénin, l'amélioration de la situation civile dans la région est essentielle. Que ces matériels fournis soient bien utilisés au profit des populations vulnérables des zones ciblées. En recevant officiellement ce don,
Je voudrais vous rassurer de l'engagement de mon département ministériel à veiller sur l'utilisation judicieuse de ces véhicules et de leur maintenance appropriée. En conséquence, je voudrais déjà inviter les responsables des départements et zones sanitaires bénéficiaires à en faire un bon usage pour le bonheur de la population. Occasion pour le ministre de la Santé d'exprimer sa gratitude et celle du gouvernement à l'UNICEF et au Japon qui renouvellent leur engagement permanent à accompagner le ministère pour garantir la santé et la protection des enfants du Bénin. Le port autonome de Cotonou est en phase avec les défis écologiques actuels. Le poumon d'économie nationale a procédé hier à Cotonou au lancement d'un projet de réalisation de bilan carbone. La visée derrière l'initiative est bien de déterminer les sources d'émissions et de mesurer l'ampleur de la pollution de la plateforme portuaire. Les précisions. Monsieur le représentant du Identifier, quantifier et réduire les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités portuaires. C'est le but du projet de réalisation du bilan carbone du port autonome de Cotonou. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du label Écoport de la structure et de sa politique environnementale, qualité, sécurité, environnement. Le port de Cotonou, en tant que poumon de l'économie béninoise, a une responsabilité majeure dans la réduction de son empreinte carbone. La décarbonation des ports présente plusieurs avantages, notamment la réduction des gaz à effet de serre, l'amélioration de la qualité de l'air dans la zone portuaire, la promotion du développement durable et stimulation à l'innovation technologique pour des solutions énergétiques plus propres. Ce serait assorti des recommandations pour que tous les acteurs du port s'engagent dans un processus de réduction de ces gaz à effet de serre. Voilà pourquoi on trouve que c'est un projet innovant et ça permet au port autonome de Cotonou de satisfaire à ses engagements. Le projet est financièrement et techniquement soutenu par l'Agence de développement belge, ENABEL. L'approche que nous avons suivie depuis le début, depuis juin 2019, le démarrage de ces deux projets vis-à-vis de cette problématique comporte plusieurs dimensions. Tout d'abord, il y a la question du cadre politique et réglementaire, c'est-à-dire l'appui à l'actualisation ou l'élaboration des textes qui définissent les normes et les lois à respecter. Par ailleurs, nous apportons un appui aux institutions qui sont en charge du contrôle et de la régulation au niveau central et au niveau local, institutions qui, pour certaines, relèvent du ministère du cadre de vie et des transports ou du ministère en charge de l'agriculture, selon les cas. L'un des moments importants de cette cérémonie de lancement est la présentation d'une communication sur les concepts de changement climatique et de bilan carbone. L'élaboration du bilan carbone, dont l'échéance annoncée est juin 2025, devrait aboutir à celle de la stratégie verte de la plateforme portuaire. Conformément aux règles qui la régissent, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a procédé hier à la clôture de sa deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. L'événement qui s'est tenu au siège de l'institution à Cotonou a connu la présence de plusieurs responsables de fêtières et instances du secteur des médias au Bénin. Le point dans ce compte-rendu présenté par Hugues Vinibé. 27 rapports examinés et 10 décisions prises. Ce sont les chiffres à retenir de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la ARC qui, ouverte le 19 septembre 2024, prend officiellement fin ce jeudi. Dans le domaine de la régulation des médias, 10 rapports sont traités alors que 4 décisions sont édictées. Il s'agit des rapports ci-après. Rapport relatif à la délivrance des accréditations. Rapport relatif à la tournée de sensibilisation des médias audiovisuels sur le respect des grilles des programmes, des conditions et des redevances. Rapport d'information à la radio FM Koufé de Basila. Rapport de la mission d'information à la radio OSEC FM de Soava. En ce qui concerne les radios FM Koufé de Basila et OSEC FM de Soava, la plénière a décidé de leur adresser une lettre de mise en demeure pour violation des tests. En dehors de ces travaux, le président de la ARC a accordé, en l'espace de 5 mois,
plusieurs audiences. Le président a échangé avec les professionnels de la presse publique. Il s'agit d'une délégation de la Société de radio et de la télévision du Bénin, SRT-BSA, et celle de l'Office national d'imprimerie et de presse, ONIP. Plusieurs personnalités responsables de réseaux de communication et de régulation ont été reçues en audience par le président de la HAC. Occasion pour Édouard Loko de réaffirmer son engagement à redonner à l'institution ses lettres de noblesse. Et nous travaillons et nous continuerons à travailler à faire de la HAC une institution sérieuse, crédible, afin d'obliger les pouvoirs publics à jouer leur partition parce qu'elles ont leur partition à jouer envers la profession. Je veux parler de l'aide de l'État à la presse privée. On nous doit déjà 9 ans, pratiquement. C'est beaucoup d'argent. Désormais, nous commencerons à les avoir, croyez-moi. Le président de la HAC a également mis l'accent sur l'aboutissement de la révision du règlement intérieur de l'institution, qui est à l'étape du contrôle de constitutionnalité. L'ouverture d'une nouvelle session est annoncée dans 1 mois. On va finir au 2e degré de l'enseignement. Le comité de pilotage du projet soutien à l'enseignement secondaire SENS au Bénin est en session au ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Il s'agit pour les membres de faire le bilan des 5 années de mise en œuvre du plan d'exécution de ce projet dans les établissements scolaires et de projeter surtout l'avenir. Compte rendu avec Florence Bossa. Après 5 années d'exécution du projet SENS entendé soutien à l'enseignement secondaire, les acteurs concernés se retrouvent ici pour dresser le bilan. Ils sont appelés à faire un point global et surtout envisager des actions pour un achèvement complet des infrastructures en cours de finalisation et des activités de pilotage du sous-secteur. Grâce à l'engagement des parties prenantes, le projet affiche aujourd'hui des résultats remarquables, dont un taux moyen d'exécution physique de plus de 87% et un taux d'exécution financière de 83,66%. Ces chiffres traduisent notre volonté commune de transformer le système éducatif béninois. Le projet SENS ne s'est pas limité à la construction d'infrastructures. Il a également posé les bases solides pour une gestion durable de l'enseignement secondaire au Bénin. SENS est un programme qui vise à contribuer à l'amélioration de l'accès et la rétention des élèves dans les collèges. Ceci à travers la construction des infrastructures scolaires. On dénombre à la date d'aujourd'hui 170 modules de 4 salles de classe et 340 blocs de latrines construits dans 110 établissements à un coût global estimé à 10 milliards de francs CFA avec le financement de l'Agence française de développement. Côté AFD, évidemment, c'est la fin d'un projet, mais ce n'est pas du tout la fin du partenariat. On poursuit les réflexions pour voir justement comment continuer à travailler ensemble, dans quelle mesure, et ça à horizon plus ou moins proche. Et on est très content de pouvoir vous accompagner pour améliorer l'accès et la qualité du système éducatif en faveur évidemment des jeunes béninoises et béninois. Le projet a impacté plusieurs établissements scolaires dans 6 départements du Bénin. Les recommandations sont faites pour la poursuite des activités prévues pour prendre fin en avril prochain. Cette session de l'actualité est à sa fin. Très bon week-end à chacun et à tous.